Bon, alors, d'abord, merci Simon pour tes bons mots. Et merci à vous d'être présents lors de cette magnifique journée. Quand je me suis levé ce matin, je me disais, il ne va y avoir personne. Il fait tellement beau, au mois de novembre. Beau soleil. Alors, votre curiosité n'a pas de limite. Alors, merci d'être là encore, après 3 ans. Aujourd'hui, il sera question de jumeaux. J'ai pensé vous décrire en fait, je vais vous présenter surtout des résultats de recherche qui remettent en cause, en quelque sorte, une définition peut-être plus traditionnelle du développement qui met surtout l'accent sur les facteurs environnementaux dans le développement. Alors, c'est aussi, d'une certaine façon, un parcours personnel, puisque, comme plusieurs de mes collègues, à mon âge, j'ai été élevé dans le sérail de la psychologie des années 60-70, qui accordait une place très importante aux facteurs environnementaux dans le développement, et qui parlait rarement de facteurs génétiques. Donc, mon implication dans l'étude des jumeaux nouveau-nés, dont je vous présentais certains résultats tout à l'heure, a été vraiment un chemin de Damas et m'a amené à reconsidérer le développement sous un autre angle. Donc, il sera question de ça aussi. C'est une présentation qui va peut-être poser certains défis, aussi en ce sens que je vous présenterai des résultats de recherche, donc des données. J'ai tenté, dans la mesure du possible, de simplifier cette présentation, de la rendre la plus visuelle possible, mais il y a des éléments techniques qui vont vous être présentés. Mais j'ai bien confiance que tout ça pourra être traduit de façon intelligible et que le message pourra être clair autant que possible. Mais n'hésitez pas, au cours de ma présentation, s'il y a des éléments qui vous sont pas clairs, on a le temps, poser des questions, je pourrais, surtout des questions de clarification, je pourrais tenter d'y répondre. Donc, les jumeaux, depuis l'aube des temps, on est fasciné par les jumeaux. Ça se retrouve dans les écrits qui remontent à l'ère des sages grecs. Plus près de nous, alors Castor et Pollux et Romulus Remus, vous connaissez, peut-être certains d'entre vous ont visité l'exposition récente sur Rome, qui est au musée de la civilisation, où on retrouve cette statue, une représentation de cette statue. Romulus et Remus, qui sont les fondateurs de Rome, Castor et Pollux aussi, qui sont dans la mythologie grecque. Plusieurs exemples plus près de nous, les jumelles Dionne, pour ceux qui font l'âge, les célèbres jumelles Dionne qui sont nées dans le nord de l'Ontario il y a plusieurs années et qui ont fait parler d'elles abondamment. Plus près de nous, plus récemment, les jumeaux Dion, c'est Nelson et Eddie qui sont nés, qui ont fait les médias. Alors, il y a une fascination très nette pour les jumeaux et pour les enfants également. Tout le monde connaît Tintin, tout le monde connaît maintenant Dupont qu'on va retrouver bientôt au cinéma. La question des jumeaux, l'intérêt pour les jumeaux a été aussi manifeste dans les écrits anciens. Hippocrate y faisait déjà allusion en soulignant, pour bien comprendre cet intérêt pour les jumeaux, il faut dire que jusqu'à tout récemment, on ne savait pas, ou on ne connaissait pas, le fait que les jumeaux étaient de deux sortes, en fait, qu'il y avait certains jumeaux qui étaient identiques sur le plan génétique, et d'autres qui étaient dits fraternels, donc auxquels on réfère souvent comme étant des faux jumeaux. Alors déjà, Hippocrate, qui, 400 ans avant Jésus-Christ, parlait des jumeaux comme étant le résultat d'une influence environnementale. Il disait notamment, ils auront toujours entre eux une plus grande ressemblance parce que les lieux où ils se font sont semblables et parce que, depuis leur séparation, ils prennent l'accroissement d'une nourriture commune. Donc, très nettement,
le postulat d'une influence environnementale qui créait de la différence chez les jumeaux. Donc l'idée que les jumeaux sont là au départ, mais que l'environnement vient accroître les différences entre les jumeaux. Cyrano de Bergerac, le vrai, c'est-à-dire le vrai dans le sens où celui qui a vécu et qui a inspiré Edmond Rostand dans sa pièce célèbre, Cyrano de Bergerac a existé, c'était un écrivain, et il disait quelque chose de très joli sur les jumeaux. Je le cite, « Ne voyez-vous pas qu'il est impossible que la composition des organes de leur corps étant pareille, en toutes circonstances, ils n'opérassent d'une façon pareille, puisque deux instruments égaux, touchés également, doivent rendre une harmonie égale. » Joli, non? Et puis, plus près de nous, Francis Galton, qui est peut-être le premier à avoir suggéré qu'on pourrait utiliser les jumeaux à des fins scientifiques. Mais encore là, Galton n'étant pas au fait que les jumeaux pouvaient différer quant à leur constitution génétique, suggérait plutôt d'examiner, de suivre le développement des jumeaux, sans faire de distinction entre eux, et donc de voir dans quelle mesure des jumeaux qui étaient si semblables au départ, comment ceux-ci pouvaient progressivement devenir plus différents à la suite de l'influence environnementale. Donc, plusieurs écrits scientifiques, surtout plusieurs écrivains, plusieurs artistes qui ont référé aux jumeaux, certains scientifiques qui, au siècle dernier, ont commencé à penser qu'il pourrait y avoir une utilité scientifique aux jumeaux, jusque dans les années 20 où, de façon plus systématique, on s'est mis à exploiter les jumeaux à des fins scientifiques. Ce développement-là s'est fait en parallèle un peu, pendant plusieurs années, à la psychologie. Les psychologues étaient peu familiers avec les études de jumeaux, jusque, je dirais, dans les années milieu des années 90, où il y a eu une succession d'écrits pamphlétaires, écrits souvent par des généticiens du comportement qui avaient justement porté leur attention sur les études de jumeaux et qui ont attaqué carrément les théories en psychologie qui étaient dominées par le paradigme de l'environnementalisme, en fait. L'idée que le développement était surtout influencé par des facteurs environnementaux. Alors, il y a eu deux ouvrages notamment particulièrement, je dirais, qui ont eu un impact assez important. D'abord, The Nurture Assumption, qui a été écrit par Judith Harris, qui a fait les médias abondants aux États-Unis, et qui remet justement en cause l'interprétation environnementaliste du développement. Et un autre publié, peut-être moins connu, mais aussi publié un peu plus tôt, qui est le The Limit of Family Influence, dont le titre veut bien dire ce qu'il dit, qui remettait en cause l'interprétation qu'on faisait des liens qu'on pouvait observer bien documentés, entre les caractéristiques des parents et les caractéristiques des enfants. Alors, la thèse qui était soutenue par ces écrits polémistes était que il y a un élément qui manque dans l'équation et dans la plupart des études qu'on mène sur le développement de l'enfant, même les études longitudinales, c'est qu'on n'a pas d'informations sur la possible influence de facteurs génétiques. On doit donc tenter de documenter autant que possible ces aspects si on veut vraiment conclure qu'une influence est véritablement environnementale. Donc, c'est un peu le fond de l'histoire. Nos théories de la socialisation accordent donc une part importante dans le développement de l'enfant à des facteurs variés. Le rôle des parents en est un. Vous avez entendu parler de la sensibilité maternelle dans la présentation de Georges, et vous avez vu comment la sensibilité maternelle est un élément central de la relation d'attachement, et que cette sensibilité et que la relation d'attachement pouvaient avoir une influence présumée forte sur le devenir de l'enfant.
Il y a toute une littérature aussi sur le rôle des parents dans le sens de la théorie behaviorale, où il est important, on dit aux parents qu'il est important d'établir des contingences, d'avoir donc des conséquences pour les actes, et pour que l'établissement de contingences va influencer le développement de l'enfant. Les parents aussi sont présumés être des modèles pour le développement. Il y a toute une littérature sur les styles parentaux et comment les styles parentaux peuvent influencer le développement de l'enfant. Et puis il y a Yuri von Fonbenner, qui est un psychologue célèbre, qui a fondé toute une théorie décrivant comment les facteurs environnementaux pouvaient être différenciés à différents niveaux, je dirais, de proximité de l'enfant, et comment ces facteurs pouvaient jouer un rôle dans le développement. Donc, il y a toute une série d'écrits scientifiques très sérieux qui insistent sur le rôle des facteurs environnementaux, notamment sous l'angle du rôle des parents. Il y a également toute une littérature également importante qui accorde un rôle important aux relations entre enfants pour le développement. Alors, le rôle des relations d'amitié, les conséquences négatives présumées que le fait de vivre la victimisation peuvent avoir, le rôle que les amis déviants peuvent avoir aussi dans l'établissement d'un parcours, d'un développement de conduite antisociale. Il y a donc un postulat général qui veut que les facteurs environnementaux ont un rôle important. Les études génétiquement informatives, et notamment les études de jumeaux, ont mis à mal un peu ces théories. Et peut-être serait-il le temps de revoir cette information. Il y a 3 constats qu'on peut faire qui sont en quelque sorte issus de ces grandes études génétiquement informatives, c'est-à-dire des études dans lesquelles on retrouve de l'information sur les facteurs génétiques, dont les études de jumeaux que je vais vous présenter bientôt, qui montrent qui semblent suggérer, il va falloir évidemment revoir cette question-là, que les similarités observées entre enfants dans une même famille s'explique par des facteurs génétiques plutôt que par des facteurs environnementaux. Le premier constat, il semblerait, à la suite de ces études, que si les facteurs environnementaux sont importants, ils sont surtout importants pour créer des différences entre les enfants d'une même famille. Premier constat important dont on va discuter et sur lesquels je vais présenter des données tout à l'heure. Parce que, évidemment, c'est un constat fort qu'il va falloir nuancer. Deuxième constat, issu des études génétiquement informatives, c'est que la contribution de l'environnement dépend des facteurs génétiques et l'inverse est aussi vrai. Donc, il n'y aurait pas un effet principal général de l'environnement, mais l'environnement aurait un effet qui serait conditionné en quelque sorte par le bagage génétique de l'enfant. Et vice-versa, les gènes auraient un effet différent selon l'environnement auquel l'organisme est exposé. Donc c'est vrai, et ça fonctionne dans les deux sens. Et puis aussi la constatation croissante que l'exposition à l'environnement, la position intuitive veut qu'on vienne au monde avec un bagage génétique et puis progressivement l'environnement, parce qu'il est indépendant de ces facteurs génétiques, va jouer un rôle et créer des particularités dans le développement. Cette donnée-là est aussi battue en brèche. L'exposition à l'environnement peut aussi dépendre, sous certaines conditions, des facteurs génétiques de l'enfant. Donc les facteurs génétiques peuvent aussi se prolonger et affecter en quelque sorte le type d'environnement auquel l'enfant va être exposé. Alors, c'est les 3 constats qui ressortent de la littérature, je dirais en génétique du comportement, qu'on peut critiquer, qu'on peut discuter, et je vais vous présenter, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter des résultats qui illustrent et nuancent ces 3 éléments-là. On a parlé tout à l'heure des grandes études auxquelles je suis associé. Il y a l'ELDEC, qui est une grande étude longitudinale, qui est une étude qu'on appelle de singletons. Donc, il s'agit d'un échantillon représentatif d'enfants qui sont nés au Québec en 1998 et qu'on suit
de façon longitudinale, donc de façon répétée depuis la naissance. Donc c'est ce qu'on appelle une cohorte de naissance et c'est une étude prospective. Je ne parlerai pas de cette étude aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant d'avoir une étude à laquelle, une étude représentative d'enfants nés au Québec, à laquelle est appariée une seconde étude, et c'est de celle-là dont je vais parler aujourd'hui, qui est l'IGNQ, l'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec, qui est une étude jumelle en quelque sorte de la première, qui a été démarrée sensiblement au même moment. C'est une étude prospective dans le sens où c'est une étude dans laquelle on suit les enfants et on évalue les enfants de façon prospective depuis la naissance, comparativement à certaines études qui sont de nature rétrospective, où là on prend des adultes et on remonte dans le temps à partir de dossiers pour vérifier, aller chercher l'information qui nous permettrait d'établir le lien entre une condition préalable et le développement de troubles, de conduite, etc. Donc, ce sont les études très intéressantes puisqu'elles permettent de documenter le développement parce qu'on a de l'information d'enfants qui se développent. Et alors, ça pose un problème pour les chercheurs puisque ces enfants, à la fois l'ELDEC et les GNQ, se développent beaucoup trop rapidement pour la capacité des chercheurs à aller chercher des fonds pour pouvoir les suivre. Alors, c'est des entreprises collectives, interuniversitaires, puisqu'il y a plusieurs chercheurs qui y sont associés. Dans certains cas, dans le cas de l'ELDEC, c'est aussi ce qu'on appelle des joint ventures, donc des entreprises qui impliquent des organismes gouvernementaux, l'Institut de la statistique, par exemple, et l'organisme qui s'occupe de la cueillette de l'ELDEC, et qui a aussi contribué à une certaine époque à la cueillette de l'IGNQ. Alors, ces études sont en cours. Elles ont débuté dans le milieu des années 90, un peu justement pour ne pas laisser aux généticiens du comportement l'idée de faire des études en génétique du comportement. Donc, la réaction des psychologues aux attaques, aux pamphlets des gens qui étaient issus du sérail de génétique du comportement, c'est de dire très bien, nous, on va faire des études aussi en utilisant le devis de jumeaux pour essayer de comprendre, mais en mesurant adéquatement l'environnement, pour essayer de comprendre si effectivement il y a des contraintes dans le rôle de l'environnement vis-à-vis du développement. Donc, ça c'est pour les études. Donc, je ne parlerai pas de la première, je vais surtout me concentrer sur la deuxième. Alors, les jumeaux. Pour les études de développement, les jumeaux sont une véritable mine d'or, une mine d'informations. Imaginez, voici deux enfants nés au même moment qui vont donc passer à travers les étapes de développement au même moment, qui vont donc expérimenter certains facteurs de développement à l'intérieur de la famille, de même que d'autres à l'extérieur de la famille, mais pour lesquels on va être en mesure donc d'évaluer dans quelle mesure ils se développent de façon similaire ou différente. Donc, les jumeaux nous permettent d'abord d'évaluer les différences intrafamiliales qui sont très importantes. Quiconque est parent, on dit souvent, quand vous avez votre premier enfant, vous êtes un environnementaliste. Quand vous en avez deux et plus, vous devenez généticien, parce que vous êtes à même de constater comment les enfants diffèrent sur la base de facteurs dont vous ignorez l'existence, mais qui ont certainement peu à voir ou pas à voir, c'est à voir, à vos conduites parentales. Donc, l'idée d'avoir deux enfants qui ont le même âge et qui chemineront dans la vie, qui passeront à travers les mêmes étapes de la vie au même moment, c'est vraiment un atout pour les études de développement. Mais les jumeaux viennent avec un bénéfice supplémentaire. C'est qu'il y a deux formes de jumeaux. En fait, si je simplifie, je vais vite, il y a deux types de jumeaux. Il y a des jumeaux qu'on dit vrais, qui sont issus du même œuf fécondé, qui s'est séparé quelques jours après la naissance, après la fécondation, et qui donc partagent, pour les frais de la discussion ici, 100% de leur patrimoine génétique. Ils sont identiques dans le sens qu'ils sont identiques sur le plan génétique. Et puis, il y a tous les autres, environ 2/3 des naissances gémellaires. En passant, les naissances gémellaires, grosso modo, c'est environ un peu moins de 1% des naissances. Ça varie selon les pays. C'est quelque chose qui est aussi héritable, dans le sens où
Si vos parents ou vos grands-parents ont eu des jumeaux, vous êtes plus susceptibles d'avoir des jumeaux, pour des raisons qu'on ne comprend pas encore très bien, mais il y a une certaine irritabilité, je dirais, du fait de la propension à avoir des jumeaux. Et le fait d'avoir des jumeaux aussi, évidemment, est influencé par la fécondation assistée, hein, comme vous le savez. Donc, il y a ces jumeaux identiques, et puis il y a tous les autres jumeaux, 2/3 des autres, des naissances gémellaires, qui sont dits fraternels, qui peuvent être de même sexe ou de sexe différent. Parce que les jumeaux identiques sont identiques sur le plan génétique, évidemment, ils ne viennent qu'en paires semblables sur le plan sexuel. Donc, garçon-garçon et fille-fille. Alors, on peut voir donc que les jumeaux sont une forme d'expérimentation naturelle qui nous permet, qui est un outil incomparable pour examiner le développement dans ses différentes facettes. Bon, là, on rentre dans un côté un peu plus technique. Ce que les jumeaux permettent de faire, indépendamment de leur caractère identique ou non, c'est d'évaluer ce qu'on appelle l'agrégation familiale. Essentiellement, c'est la similarité entre les jumeaux. Techniquement, en recherche, on le fait en calculant une corrélation. C'est une corrélation entre les jumeaux. Alors, l'idée, c'est que, par exemple, si on mesure l'agressivité à partir de sources différentes, donc, est-ce que l'enfant est agressif ou pas, ou moins? Donc, on peut identifier dans une population que certains enfants sont agressifs, d'autres le sont moins. L'agrégation familiale sur ce plan-là, c'est de vérifier dans quelle mesure le co-jumeau, si on dit que le jumeau est agressif, dans quelle mesure l'autre va l'être également. Donc, on peut mesurer ça en calculant simplement une corrélation dans une distribution. Et ça nous donne, par exemple, ici, une évaluation de l'agressivité qui a été effectuée en maternelle dans notre étude de jumeaux, qui est une combinaison d'évaluation du professeur et d'évaluation par les camarades de classe. Donc, on a combiné les deux scores pour avoir quelque chose de plus fiable. Et puis, cette mesure-là, on l'a corrélée entre les deux jumeaux et on observe une corrélation de 0,47. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans une certaine mesure, si un enfant dans la famille, un des jumeaux est jugé agressif, l'autre a tendance à l'être également, mais pas de façon très, très similaire. Ça va? Ça ne nous dit pas grand-chose. Ça nous dit qu'il y a une certaine agrégation familiale, mais ce qui devient plus intéressant par rapport au rôle potentiel des facteurs génétiques, c'est ce qui suit. Alors, ce sont les mêmes données ici, mais ventilées en fonction de la gémellité. Alors, tout est là. Toute la génétique du comportement et les méthodes en génétique du comportement qui utilisent le protocole de jumeaux sont là. Il s'agit essentiellement de comparer la similarité entre jumeaux monozygotes à la similarité chez les jumeaux dizygotes. Et dès qu'on a un différentiel de similitude, donc ici, pour vous dire, il y a une corrélation de 0,67 versus une corrélation de 0,34, ce que ça veut dire, c'est qu'il semblerait, sur la base des évaluations retenues, qu'en ce qui a trait à l'agressivité, les jumeaux monozygotes sont plus semblables que les jumeaux dizygotes le sont entre eux. Et donc, la différence étant dans un cas de la distinction ou l'appariement génétique étant de l'ordre de 100% dans un cas et de 50% dans l'autre cas, on peut dire qu'une différence de 50% d'appariement génétique se traduit par une différence de temps de degré de point en termes de similarité. Et donc, c'est donc un outil qui nous permet d'estimer indirectement le rôle des facteurs génétiques dans le développement. Alors, le potentiel des jumeaux, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les postulats qu'on doit respecter, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais l'essentiel de la technique ou de la méthode des jumeaux est là. C'est de calculer ce qu'on appelle l'agrégation familiale et de le calculer pour des jumeaux qui sont génétiquement apparentés de façon différente. Des monozygotes qui sont identiques sur le plan génétique versus les dizygotes qui sont à 50% en moyenne génétiquement semblables. C'est important de dire en moyenne parce que, bien sûr, comme tous les frères et les sœurs, il se peut que vous avez des frères et des sœurs, vous partagiez un bagage génétique plus important avec
certains de vos sœurs et moins avec certains autres. Donc, il y a une variabilité, mais en moyenne, dans une population de jumeaux dizygotes, donc de jumeaux fraternels, comme dans une population de frères et de sœurs, l'appariement génétique est de l'ordre de 50%. Et donc, cette distinction-là nous permet de calculer un certain nombre de choses. Ça nous permet de dériver, et je ne vous donnerai pas le détail des aspects quantitatifs, mais de cette distinction-là, ça nous permet de dériver le rôle de facteur génétique. Et dans ce cas-ci, on peut très bien comprendre que si ça tient compte pour 50% de facteurs génétiques, et qu'on reporte ce 50% sur les dizygotes, l'agrégation familiale des dizygotes, qui eux aussi sont appariés à 50%, on comprend que ce genre de différence laisse entendre que les facteurs génétiques sont à la source des différences, à la source de l'agrégation familiale, même chez les jumeaux dizygotes. Toujours est-il qu'à partir de cette information-là, on peut donc traduire ça en termes de différence dans une population. Et que des données semblables nous laissent entendre qu'une bonne partie des différences individuelles observées sur le plan de l'agressivité, qui sont liées à des facteurs génétiques, on dit A, parce que c'est en anglais additive genetic variance, c'est de la variance génétique additive qu'on dérive de ce genre d'informations. Et on prend aussi acte du fait que, étant donné ce degré de différence, que toute l'agrégation qui pourrait s'expliquer en théorie par le rôle des facteurs génétiques et le rôle de l'environnement partagé, le fait que les enfants soient par exemple exposés à des familles défavorisées ou pas, que ça joue pour peu. En fait, ça joue, si on fait l'analyse, ça joue pour 0. Donc, ce que le protocole de jumeaux nous permet de faire, c'est de distinguer 3 sources de variance, 3 sources de différence, si on veut, des facteurs génétiques, ce qu'on appelle l'environnement commun, ce qui est commun aux deux enfants du fait qu'ils sont dans la même famille, et puis tout ce qui est unique et qui les rend distincts les uns des autres. Essentiellement, c'est la différence chez les MZ, le fait que la corrélation n'est pas parfaite et que ces deux individus, même s'ils partagent 100% de leur environnement familial et 100% de leurs gènes, ne sont pas parfaitement identiques, mais bien distincts, ont leur propre personnalité, etc. Donc, on peut, à partir de cette information, départager la variance en 3 sources. Et ce que ça nous dit, c'est que sur le plan de l'agressivité, tel que mesuré, on pourra nuancer cet aspect-là, mais à vue de nez, les facteurs génétiques expliquent l'agrégation familiale, plutôt que l'environnement partagé. Et que bien sûr, l'environnement unique est important, mais cet environnement crée des différences à l'intérieur de la même famille. L'environnement ne crée pas des ressemblances, ce sont les facteurs génétiques qui créent la ressemblance. Ça va? Simplement pour illustrer que le protocole de jumeaux est un exemple de protocole dans toute la famille de protocoles qui sont des protocoles familiaux. On peut évidemment calculer des corrélations pour les familles, qu'elles soient intactes, la corrélation entre le parent et l'enfant, la corrélation entre enfants dans les familles, sans distinguer l'appariement génétique. Évidemment, on n'a pas d'information dans les familles adoptives ou adoptées. Donc, un enfant est adopté dans une famille, quelle est la corrélation entre sa caractéristique et la caractéristique du parent dans sa famille adoptive, et quelle est la relation ou l'association qui existe entre la caractéristique de l'enfant et son parent biologique. Alors, il y a toutes sortes de jeux possibles. Ici se trouvent les protocoles de jumeaux, et on voit que l'agrégation, et si on parle du QI, il s'agit d'une somme d'informations recueillies dans plusieurs centaines d'études, avec les N quand même assez importants de plusieurs milliers. On voit très bien que pour ce qui est du QI, on observe toujours cette différence génétique qui laisse entendre que oui, il y a des facteurs génétiques qui sont associés en quelque sorte aux différences du QI, mais qu'il y a aussi probablement des facteurs, parce que l'agrégation est quand même assez forte, même chez les DZ, il y a quand même des facteurs environnementaux. Il y a une certaine agrégation familiale qui ne peut être réduite aux différences, si on veut, ou à l'appariement génétique. Alors, si on poursuit, donc, les similarités observées entre enfants d'une même famille s'expliquent par des facteurs génétiques plutôt que par des facteurs environnementaux.
Les facteurs environnementaux expliqueraient plutôt les différences entre enfants d'une même famille. Alors, je viens de présenter le cas de l'agressivité physique, c'est un exemple. Et en passant, si vous faites l'exercice sur différentes caractéristiques autres que l'agressivité, sur l'hyperactivité par exemple, on observe une influence de facteurs génétiques très très élevée, beaucoup plus élevée en fait que pour l'agressivité. C'est vrai de plusieurs caractéristiques aussi. Ici, parce qu'on pourrait toujours dire, oui, mais dans le fond, ce sont des mesures indirectes, vous n'avez pas véritablement observé les enfants. Et oui, on le fait. Dans l'étude des jumeaux nouveau-nés, là peut-être que je vais prendre un temps pour vous montrer un peu ce qu'on a fait. Pour vous donner un exemple de matériel recueilli. Dans la situation à 18 mois, lorsque les enfants ont atteint 18 mois, il y a un certain nombre des jumeaux qu'on a fait venir en laboratoire. L'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec est centrée dans la grande région de Montréal. C'est là qu'on trouve la population. On ne l'a pas fait autour de Québec parce que c'était pas vraiment... Il n'y avait pas assez de jumeaux pour justifier l'exercice. Donc, c'est centré grosso modo sur la région de Montréal, ce qui permet de faire venir les jumeaux en laboratoire. C'est ce qu'on a fait à 5 mois, c'est ce qu'on a fait à 18 mois. Et à 18 mois, on les a exposés à différentes situations pour mesurer le comportement. Une de ces situations est une situation qui crée de l'anxiété à l'âge auquel avaient les jumeaux au moment où ils sont venus. C'est essentiellement une exposition à des situations nouvelles. L'enfant a été placé en quelque sorte, chaque enfant a été placé dans une chambre avec sa mère en proximité et selon un protocole très bien établi, il y a un expérimentateur déguisé en clown, en fait une expérimentatrice, c'est toujours la même dame qui le faisait, qui survient dans la salle et qui s'installe à l'extrémité et qui invite l'enfant à jouer avec elle, en se dévêtant, en enlevant sa perruque progressivement, selon un protocole bien établi. Alors on le fait, ça c'est une situation peut-être avec un être humain. On a aussi la deuxième situation qui suivait quelque temps après, qui était essentiellement la même chose, mais avec un robot qui fait beaucoup de bruit et qui est plutôt apeurant, en fait qui a généré beaucoup de peur chez les enfants, on l'a vu dans nos observations. Alors, je vous donne trois exemples en fait, de matériel recueilli qui va vous donner une idée de... Bon. Alors, c'est un cas atypique en passant. Cet enfant, j'ai intitulé « Bold » pour dire qu'il était vraiment audacieux. Parce que la plupart des enfants, dans cette situation, vont rester en retrait. Quelques enfants, environ 15 à 20 %, vont immédiatement se diriger vers la personne ou même vers le robot et commencer à jouer avec. Donc, ils ne manifestent aucune peur, ils sont plutôt très prosociaux, ils avancent. Et puis, on voit l'enfant a beaucoup de plaisir. Alors, voilà pour l'enfant audacieux. Certains enfants, enfin la plupart des enfants vont faire plutôt ceci. Tout à fait typique, l'enfant est en périphérie, il regarde, examine. Certaines fois, va approcher, reculer. Donc, il y a une espèce de gestion de l'anxiété qui est présente. L'enfant ne tombe pas en détresse. Certains enfants sont tombés en détresse immédiatement lors de l'entrée de l'expérimentateur. Une minorité, et généralement, évidemment, on interrompait l'exercice à ce moment-là. Oui? 18 mois. Et la peur de l'étranger, ça commence autour de 9 mois, hein, et ça se poursuit tout au long de la deuxième année de vie. Grosso modo, c'est la période critique pour ça. Et c'est un comportement, donc, tout à fait typique, d'avoir cet enfant qui est en périphérie, qui examine, qui juge, qui, à l'occasion, va aussi se servir de la maman pour valider. Et c'est le troisième exemple.
On voit l'attrait. L'enfant est nettement excité par la survenue de cette personne, mais constamment en référence à la mère, semblant lui demander « Est-ce que je peux y aller? Est-ce que c'est sécuritaire? » Il approche jusqu'à une certaine distance, revient. Oups! Ça, c'est le robot en passant, c'est pas la... Évidemment, vous avez compris. Mais c'est un enfant qui fait beaucoup de références à la mère. Alors donc, si on revient, toutes ces choses, évidemment, sont évaluées, mesurées, on peut codifier ces comportements. Et ce qu'on a fait. On l'a fait selon différents modes. Ce qui nous intéressait au départ, c'était d'évaluer ce qu'on appelle l'inhibition comportementale, quel genre d'affect l'enfant manifeste, et en prenant un certain nombre d'indices, dans quelle mesure il va avoir tendance à approcher ou à rester plutôt en périphérie, en proximité de la mère. Alors, on le fait dans les différentes situations, et encore là, parce que c'était fait de façon indépendante, chaque enfant a un score d'inhibition, ou 4 scores d'inhibition, ou un score général qu'on retrouve ici. Et on peut comparer la similarité des monozygotes sur cette dimension à la similarité observée chez les dizygotes. Et on observe, pour une petite tranche de vie, on parle de 3 minutes d'observation, qui est probablement un bon révélateur de l'inhibition, donc d'une caractéristique peut-être de tempérament. On voit encore là le même effet observé, toujours ce différentiel d'agrégation chez les MZ et chez les DZ. Évidemment, les corrélations sont plus basses, hein, sont plus faibles en général parce que c'est un petit échantillon de temps, donc il peut y avoir toutes sortes de facteurs contextuels qui font qu'un enfant va se comporter plutôt en approche ou en évitement cette journée-là en particulier. Donc, mais j'étais moi personnellement très étonné de voir ce niveau même d'agrégation sur ce petit échantillon de 3 minutes de temps, en fait 2 fois, c'est environ 4 minutes au total qu'on combine les deux situations. Ici, on combine toute l'information, donc le comportement d'évitement et les affects négatifs et positifs, c'est un peu ce qu'on a mesuré dans une première tranche. Si on combine ces trois-là, on voit ces quatre-là, on voit qu'on a quelque chose de très, très distinct. Il semblerait y avoir beaucoup plus d'agrégation familiale, donc beaucoup plus de ressemblance entre les jumeaux s'ils sont identiques sur le plan génétique que s'ils sont tout simplement fraternels. Donc, encore là, on voit que pour une petite tranche de vie à 18 mois, il y a quelque chose qui relève des facteurs génétiques qui explique l'agrégation familiale. Qui montre aussi que les facteurs environnementaux partagés par les enfants, le fait qu'ils soient dans la même famille, ça ne joue pas. Au-delà des facteurs génétiques, là, le partage d'événements propres à la famille ne semble pas jouer. Par contre, évidemment, il y a des distinctions importantes qui demeurent chez les MZ, donc qui montrent aussi que les facteurs environnementaux uniques sont aussi importants. Donc, deuxième démonstration, on change de registre. On s'intéresse moins au développement social affectif. Notre attention se porte plutôt sur la maturité scolaire ou la préparation à l'école, si on veut. Lorsque les enfants étaient sur le point d'entrer à l'école, on les a fait venir à nouveau en laboratoire alors qu'ils avaient autour de 60-65 mois, l'été qui précédait l'entrée en milieu scolaire. Et on leur a administré une batterie de tests cognitifs, des tests cognitifs, dont un outil qui s'appelle le Lollipop, qui est une mesure de maturité cognitive à l'école, qui est un outil éprouvé qui a été utilisé dans plusieurs autres études, pour faire le même genre d'analyse. Et ce qu'on voit, et vous le voyez visuellement, on a un profil très différent. On passe de... On passe de ça, avec une agrégation familiale généralement faible, mais très différenciée entre MZ et DZ, à ça où on a une agrégation familiale très forte, avec très peu de différence entre les MZ et les DZ, sinon une petite légère ici sur les nombres. On a donc, pour ce qui est de la maturité scolaire, donc un aspect plus cognitif, qui essentiellement est fondé sur des connaissances. C'est le fait de connaître ses lettres, le fait de connaître ses chiffres,
le fait de connaître les notions spatiales comme le haut, le bas, l'avant, le derrière, ces notions-là, et de connaître ces couleurs et les formes. Donc, c'est du vocabulaire, c'est des concepts. Le fait de connaître, c'est quelque chose qui est partagé par deux enfants d'une même famille. Et le rôle des facteurs génétiques semble très peu important. Donc, lorsqu'on dit que les facteurs génétiques expliquent l'agrégation familiale, ça dépend. Sur les aspects socio-affectifs, nos résultats semblent aller dans ce sens-là, mais sur les aspects plus cognitifs, notamment sur les aspects de connaissances liés à la préparation scolaire, en passant, cet outil est un excellent prédicteur du rendement scolaire ultérieur. On est en mesure de prédire très bien si l'enfant va réussir à partir d'une combinaison d'outils, mais celui-ci est particulièrement utile pour prédire le rendement scolaire. Et on voit très bien que c'est quelque chose qui semble, les facteurs qui expliquent en quelque sorte les différences individuelles semblent résider surtout dans le fait que les deux enfants sont dans la même famille, probablement qu'ils sont exposés à des stimulations particulières, à des livres, à des objets qui permettent le développement de cette compétence. Vous aviez une question? Oui. Je me demandais si l'effet de l'âge avait été pris en compte, une mesure que vous avez prise, dont vous parlez, c'est ça, c'était avec moi, ça que vous avez ça, ils sont plus, est-ce que l'effet de l'environnement pourrait jouer davantage? Non, parce que si on prend les mesures d'agressivité étaient prises en maternelle. Donc, et puis on le voit, c'est stable, c'est très stable. Puis il n'y a pas de variance. Pour ce qui est de l'âge, et c'est une des particularités de l'étude des jumeaux, qui la distingue de bien d'autres études, c'est que c'est une étude où on évalue les jumeaux toujours à un âge assez précis, avec une certaine variation pour des raisons logistiques. Mais quand on dit qu'ils ont autour de 65 mois, ils ont autour de 65 mois. Vous avez une autre question? Oui, je me demandais, on dit que les différences intrafamiliales, la question, je m'attends à la formuler tellement je n'ai pas donné la réponse. Pouvez-vous donner un exemple de facteurs qui créent des différences extrêmement intrafamiliales? Bien, des conduites parentales. On a tendance à assimiler les conduites parentales à quelque chose que les enfants partagent. Mais les conduites parentales, vous le savez, si vous êtes parent, vous ne vous comportez pas nécessairement de la même façon envers vos enfants. Donc, les conduites parentales peuvent être non partagées. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas d'environnement partagé que les conduites parentales ne sont pas importantes. Mais les conduites parentales, selon ce qu'on observe, dans la mesure où elles jouent un rôle, sont la cause ou influencent les conduites ultérieures de l'enfant, elles créent des différences à l'intérieur de la même famille. Elles ne sont pas partagées. Alors, je dois accélérer un peu. Simplement, je vais passer rapidement. On peut faire des analyses beaucoup plus sophistiquées en compilant tous ces aspects-là, en les conjuguant pour aller chercher une mesure. Et on voit encore que le C, donc l'environnement partagé, est toujours comme une valeur importante là, dans l'explication des différences, même lorsqu'on combine les choses. Et ici, voilà, c'est le modèle un peu plus complexe de flying saucer, de soucoupe volante. Mais à la maturité scolaire ici, avec la réussite scolaire, on peut faire le même genre. On est allé évaluer la réussite scolaire à partir du jugement du professeur et on constate qu'il y a une très bonne prédiction depuis la maturité scolaire vers la réussite scolaire. Et là aussi, cette prédiction, elle s'explique principalement par des facteurs environnement partagés. Donc, l'environnement partagé semble très important. Une fois qu'on sait ça, bien là, on peut y aller avec des modèles plus sophistiqués. Par exemple, ici, où on cherche à établir la relation, à comprendre la relation entre le niveau socio-économique et la maturité scolaire. Le niveau socio-économique qui est évalué presque à la naissance, à l'âge de 5 mois. Maturité scolaire qui est évaluée à l'aube de l'entrée en milieu scolaire. Alors, on observe une association qui n'est pas une association très forte, mais quand même significative. Donc, milieu défavorisé, moins bonne maturité scolaire, milieu favorisé, meilleure maturité scolaire. Et pour comprendre ce qui se passe, on a mesuré des mécanismes à l'intérieur de la famille et on a pu montrer, par exemple, que l'exposition à la lecture est un facteur important qui détermine le niveau de vocabulaire expressif à l'âge de 18-30 mois, qu'on a aussi évalué.
et que ça se traduit par une maturité scolaire plus importante. Donc, on est en mesure de, véritablement, dans un contexte génétiquement informatif où on contrôle pour les aspects génétiques, de dire il y a vraiment une voie véritablement environnementale qui joue et qui semble être liée à l'exposition à la lecture. Ce n'est pas une grosse nouvelle, mais c'était su, mais ça permet d'être vérifié dans un contexte très, très contrôlé, donc d'être beaucoup plus convaincant sur le plan scientifique. Tout ça en contrôlant pour un tas d'autres choses, dont le sexe, l'âge, et puis la petite variation d'âge qu'on peut avoir autour d'une même cueillette de données, et les habiletés cognitives générales, le QI. Donc, au-delà du QI, le fait d'avoir des connaissances est un élément très important pour la réussite scolaire ultérieure et que tout ça se prépare depuis déjà l'âge de 18 mois. OK, des interactions complexes. On a aussi évalué la réactivité. Les choses sont toujours plus complexes qu'elles ne paraissent. Ce que je viens de présenter jusqu'à présent, c'était quand même des modèles assez relativement simples. Ce qu'on a aussi évalué, c'est la réactivité physiologique au stress. Dans l'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec, on ne s'intéresse pas uniquement à la préparation scolaire, mais on s'intéresse aussi aux aspects physiologiques. Il y a plusieurs mesures physiologiques qui sont prises de façon continue, notamment la réactivité au stress. Pour rappeler que dans la situation à 18 mois, on expose l'enfant à une situation nouvelle, bien, on a recueilli des échantillons salivaires avant et après cette situation pour évaluer ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui témoigne du niveau de stress expérimenté par l'enfant au cours de la dernière demi-heure, si on veut. Si vous prenez un échantillon, si on vous prenait un échantillon de salive, on pourrait l'analyser en fonction du cortisol prélevé et ça vous donnerait une indication de vos niveaux d'activation au cours de la dernière demi-heure. Alors, on peut le faire de façon continue, en prenant plusieurs échantillons au cours de la journée. On peut aussi le faire autour d'une activité qui est présumée être stressante pour l'enfant. Alors, on le fait de façon répétée au cours de la cueillette de données de l'IGNQ. Et ce que vous avez ici, ce sont les données de cortisol, encore le même type d'agrégation, à l'âge de 5 mois. Alors, ce qui nous intéressait ici, c'était bien sûr d'évaluer le patron étiologique en comparant MZ-DZ pour l'ensemble des enfants, mais on a voulu voir dans quelle mesure l'adversité familiale, mesurée sur un certain nombre de facteurs de risque, qui nous permettent de classer les familles en deux types, soumises à l'adversité ou non soumises à l'adversité. L'adversité étant définie par un cumul de facteurs de risque comme le fait d'avoir une famille de faible revenu, d'être dans une famille de faible revenu, que la mère ait un niveau d'éducation qui ne dépasse pas le secondaire, que les parents, en fait, aient un niveau d'éducation qui ne dépasse pas le secondaire, que les parents aient tendance à utiliser des stratégies coercitives dans la discipline vers l'enfant, le fait d'être famille monoparentale. Tout ça permet donc, ces facteurs de risque, qui peuvent être cumulés, comptabilisés, permettent de distinguer deux types de familles, donc soumises à l'adversité et non soumises à l'adversité. Et ce qu'on voulait voir, c'est le patron étiologique va-t-il varier en fonction de cette variable environnementale? En d'autres termes, est-ce qu'on peut observer quelque chose qui pourrait être une interaction entre facteurs environnementaux et facteurs génétiques? Et ce qu'on voit, c'est vraiment une distinction importante de l'étiologie en absence d'adversité ou en présence d'adversité. En absence d'adversité, donc s'il n'y a pas vraiment d'effet, il n'y a pas vraiment de conditions de risque notables pour la famille, ce qui représente grosso modo 75% de notre échantillon, on voit que l'agrégation familiale est très faible. La situation est vraiment différente en situation d'adversité. Où là, il semble y avoir un effet génétique marqué qui explique les différences individuelles sur le plan de la réactivité cortisolaire à l'âge de 5 mois. Donc, les facteurs génétiques semblent jouer de façon générale, mais ils semblent aussi jouer en fonction des variables environnementales. Donc, ce n'est pas une équation très simple. Les facteurs génétiques jouent, mais leur jeu semble dépendre des conditions environnementales propres à la famille. Ça va? Hein? Il n'y a rien ici
même pas d'agrégation, donc très peu de similitudes entre la réponse cortisolaire des enfants qui sont dans la même famille, qu'ils soient MZ ou DZ. Mais en présence d'adversité, il y a vraiment une distinction importante qui laisse entendre que là, les facteurs génétiques semblent importants pour déterminer la réponse cortisolaire. Je vous reviens. Ce qui est étonnant, c'est lorsqu'on fait la même chose à 18 mois. À 18 mois, on a ça. Donc, on a une inversion, une certaine inversion, en ce sens où, alors qu'on n'avait rien ici en absence d'adversité, là, on a un effet génétique qui se traduit par une plus forte agrégation chez les MZ que chez les DZ. Ça va? Mais, en présence d'adversité, l'effet génétique qu'on observait, l'effet génétique qu'on observait ici à 5 mois est disparu. Il semble donc y avoir quelque chose qui se passe entre 5 mois et 18 mois, c'est comme ça que je l'interprète, un effet environnemental qui vient se surimposer en quelque sorte dans les conditions d'adversité, qui vient se surimposer aux effets génétiques. C'est comme s'il y avait une neutralisation de l'effet génétique qu'on observe en situation d'adversité à l'âge de 5 mois, qui n'est plus présente, parce que là, on a de l'agrégation familiale qui est identique chez les MZ et chez les DZ, donc les facteurs génétiques ne semblent pas jouer. Ce sont des événements qui ont lieu à l'intérieur de la famille qui semblent expliquer la réponse cortisolaire de l'enfant. Donc, sa réponse physiologique au stress. Vous voyez, donc, on est vraiment dans une complexité accrue où là, on a une interaction entre facteurs génétiques, facteurs environnementaux, adversité, non-adversité, doublé d'une interaction avec le développement. Parce qu'il y a quelque chose qu'on observe à 5 mois qui n'est plus présent à 18 mois, mais qui est tout à fait raisonnable si on pense à quelque chose qui serait de l'ordre de la programmation environnementale, par exemple. Les événements vécus à l'intérieur de la famille viennent, en quelque sorte, neutraliser l'effet génétique qu'on a observé ici pour se traduire par un effet familial marqué à 18 mois. Alors qu'en l'absence d'adversité, là, les gènes s'expriment et expliquent, après 18 mois, les différences individuelles sur le plan de la réponse cortisolaire. Ça va? Donc, on est vraiment dans une complexification du jeu des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, très loin d'une équation simple où on a la part génétique, la part environnementale partagée et unique. Qu'est-ce qui arrive si on mesure plus tard? 72 mois, donc 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, à l'école, on a fait exactement la même analyse avec des échantillons recueillis sur la base d'une adversité familiale précoce telle qu'évaluée à 5 et 18 mois, et on observe le même patron. Donc, il semble y avoir une histoire qui se dessine, qui commence par ça, qui s'en va vers ça, et qui se consolide en quelque sorte à 78 mois. Donc, oui, les facteurs génétiques sont importants, mais il est clair qu'il y a une interaction gène-environnement qui est importante, et le développement est le troisième acteur aussi important à prendre en compte. C'est important de savoir qu'il y a une histoire, que le développement a une histoire qui doit être prise en compte. Et ce sont des résultats qui sont tout à fait cohérents avec l'idée qu'on se fait d'une programmation environnementale. C'est que progressivement, dans les conditions d'adversité, il peut y avoir des conditions qui viennent en quelque sorte neutraliser ou conditionner le rôle des gènes vis-à-vis un phénotype aussi sensible que celui de la réponse cortisolaire, de la réponse physiologique au stress. On peut aussi aller plus loin puis examiner, qu'est-ce qui se passe ici qui ne se passe pas là? Si effectivement il y a une agrégation familiale, on a des mesures proximales qui sont liées aux conduites parentales qu'on a évaluées. On les a évaluées pour l'ensemble des enfants. Ce qu'on observe, c'est que ce qui explique le cortisol réactif ici, qui semble réagir en quelque sorte comme si c'était l'environnement partagé, eh bien, il y a quelque chose qui se passe et on a pu corréler, en quelque sorte, la réponse cortisolaire à deux facteurs qui sont dans les conduites qui sont liés aux conduites parentales. Le fait que le parent soit réactif hostile et le fait que le parent soit surprotecteur. Les deux tirent dans la même direction.
Donc, si vous avez un parent particulièrement surprotecteur, préoccupé par la santé et le bien-être de l'enfant, ici, en plus, ce parent est hostile, réactif dans ses conduites, c'est-à-dire va crier après l'enfant, va le frapper, va le secouer. On a des taux très bas en passant, ce n'est pas des taux très élevés qu'on observe, mais quand même, ça permet d'expliquer les différences entre les familles. On voit que ça, ça se traduit en quelque sorte, ou ça accompagne, ou c'est associé à une réaction de stress plus marquée chez l'enfant. Donc, il y a une histoire assez cohérente qui encore là vient enrichir l'idée que, oui, il y a peut-être une programmation environnementale et que les conduites parentales peuvent avoir un rôle à jouer sous certaines conditions. Bon, je passe rapidement là-dessus, parce que les interactions gènes-environnement que j'ai tenté de documenter ici, on les observe aussi avec des gènes mesurés. Il y a toute une littérature là-dessus, mais je n'aurai pas le temps. Je veux simplement, peut-être le dernier point, avant de terminer, vous parler d'un autre phénomène qui est celui de l'indépendance ou de la non-indépendance des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. On a vu qu'ils sont non-indépendants en ce sens qu'ils se conditionnent mutuellement pour influencer le phénotype, c'est ce qu'on vient de voir, les interactions gènes-environnement. Mais ce qu'on sait moins, et ce qui est moins documenté et qui est aussi également important, c'est que l'influence génétique peut aussi déborder le cadre de l'enfant lui-même et avoir un rôle à jouer sur l'exposition à l'environnement. Dans l'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec, et c'est un aspect unique de cette étude, on est plusieurs d'entre nous sont intéressés par les relations entre enfants et notamment par les difficultés interpersonnelles. Et donc, ça nous a motivés à aller chercher de l'information sur cet aspect-là, alors que les enfants étaient en maternelle, en première année et en quatrième année. Alors, on a investi les différentes écoles où les enfants se sont retrouvés. On a convaincu tous les enfants d'une classe de participer à faire de la participer par le biais d'entrevues sociométriques. Alors, en fait, on a convaincu les parents que l'enfant assiste pour recueillir de l'information de la part des enfants sur l'enfant cible ou le jumeau cible qui est souvent qui sont souvent un ou deux dans la classe. Il peut y avoir dans certains cas où on a 2 enfants par classe, mais en général, il y a un enfant qu'on suit dans la classe et on va demander à l'ensemble des autres de participer par l'entremise d'entrevues sociométriques pour aller chercher de l'information sur le statut des enfants dans la classe. Donc, est-ce que l'enfant est populaire? Est-ce que l'enfant est plutôt rejeté? Et aussi sur la victimisation. Est-ce que l'enfant est la cible réelle de conduite négative de la part des autres? Ça nous donne donc un outil d'information assez unique, puisqu'on peut demander au professeur, on peut demander à l'enfant de s'auto-évaluer, on peut demander au professeur de l'évaluer aussi, mais il n'y a rien comme les pairs, les PAIRS, pour connaître vraiment la dynamique sociale et donc identifier véritablement les enfants qui ont un statut négatif et les enfants qui sont victimisés. Alors, on a donc mesuré l'environnement de l'enfant, hein? Les difficultés interpersonnelles, c'est l'environnement de l'enfant. On sait qu'un enfant exposé au rejet et exposé à la victimisation a plus de risques ultérieurement de maintenir des conduites inappropriées, agressives notamment. Donc, cette expérience-là peut se traduire, bien sûr, par de la détresse ultérieurement, mais aussi par une aggravation, en quelque sorte, des conduites. Donc, un environnement possiblement délétère, donc qu'il est pertinent d'évaluer, et ce qu'on pose comme question, c'est est-ce que cet environnement est lié aux facteurs génétiques chez l'enfant? On peut donc faire cette analyse puisqu'on a mesuré cet environnement comme on mesurait un phénotype chez l'enfant. Et ce qu'on voit, c'est ici donc le même patron d'association pour les monozygotes et les dizygotes. La question étant, est-ce que ça c'est pour la préférence sociale qui est un indice de statut auprès des pairs? Est-ce que l'enfant est plutôt aimé ou moins aimé dans la classe ou non aimé dans la classe? Donc c'est un continuum où les enfants peuvent se positionner. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est si un jumeau est aimé, est-ce que l'autre aussi est aimé, puis à l'inverse. On voit donc qu'il y a une plus forte similitude chez les MZ que chez les DZ. En maternelle, mais ce n'est pas très, très démarqué. Ça se démarque beaucoup plus en première année. Et là, on a un patron semblable au patron qu'on avait déjà observé pour l'agressivité, par exemple,
ou qu'on observerait pour l'hyperactivité ou pour l'inhibition. Donc, une plus grande similitude d'exposition à ce genre de situation ou de statut chez les MZ que chez les DZ, et c'est maintenu en quelque sorte en 4e année. On a évalué aussi la victimisation, et là on voit qu'il y a une progression très nette. Donc ça, c'est le sentiment que les enfants entretiennent les uns envers les autres, qui se traduit par un statut élevé ou faible, ou négatif. Là, c'est vraiment la victimisation. Est-ce que l'enfant est la cible des conduites agressives d'autrui? Est-ce qu'il est la cible des colibets? Est-ce qu'on se moque de lui, etc. Alors, on voit que l'agrégation est très faible en maternelle, mais rapidement, elle prend place et qu'en 4e année, on voit un patron très démarqué. Alors donc, on voit que l'exposition à des conditions négatives associées aux difficultés interpersonnelles, que ces conditions-là sont aussi liées aux facteurs propres à l'enfant et à des vulnérabilités génétiques. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, ça nous permet aussi d'identifier, d'aller un peu plus loin. Alors ça, c'est la modélisation un peu plus complexe, mais je n'ai pas le temps, donc je passe. La stabilité est très forte, très très forte. Ça explique que la stabilité de la maternelle à la 1re année à la 4e année, elle est très forte. Donc, si vous êtes rejeté et victimisé, vous avez tendance à l'être en 1re et en 4e. C'est des corrélations très fortes. Puis, ça s'explique principalement, mais pas entièrement, par le rôle des mêmes facteurs génétiques qui sont des facteurs de vulnérabilité. Quels sont ces facteurs? Eh bien, les candidats les plus probables, et on est en train de vérifier ça, c'est évidemment l'agressivité, les conduites antisociales, les conduites hyperactivité, sont des marqueurs, sont des déterminants en quelque sorte comportementaux. Si un enfant entre en milieu scolaire avec des conduites inappropriées, d'agressivité, agressivité réactive surtout, et d'hyperactivité, c'est un enfant qui a de fortes probabilités d'être rejeté et victimisé dans son groupe. Certainement dans le premier cycle du primaire. Par la suite, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Lorsqu'on parle de victimes, je dirais, à la fin du primaire et au début du secondaire, la dynamique est totalement différente. L'agressivité devient moins un marqueur de ces difficultés que les problèmes plus intériorisés, notamment le retrait social. La vulnérabilité manifeste de certains enfants en font des cibles privilégiées un peu plus tard. Mais à l'entrée en milieu scolaire, c'est vraiment les comportements d'agressivité, les comportements d'hyperactivité qui sont les plus importants. Alors donc, c'est ça on peut prédire les difficultés interpersonnelles en 1re année à partir de données sur l'agressivité en maternelle. Donc, c'est un prédicteur. Et cette prédiction s'explique aussi par la même vulnérabilité génétique qui, en quelque sorte, déborde sur les difficultés interpersonnelles. Donc, on a un moyen de mieux comprendre les processus de développement et les facteurs qui s'enchaînent les uns aux autres dans le développement grâce à une stratégie d'étude comme celle des jumeaux. Donc, et je vais conclure avec ça. Qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à présent? Bien, oui, d'une certaine façon, les facteurs génétiques sont importants, mais on ne peut s'empêcher de montrer, de dire qu'il y a quand même des limites à l'application du modèle additif où on fait simplement une tranche de variantes. On explique la réalité à partir de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux partagés ou uniques, qu'il y a une limite à aborder la question sous cet angle-là, que ce qui semble dominer, c'est des facteurs, c'est des transactions complexes, très dynamiques, entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Et ce qui est clair pour les études de développement, c'est qu'on doit toujours évaluer les facteurs génétiques si on veut véritablement comprendre leur rôle. Ils sont présents, ils ont un rôle à jouer. Pour bien comprendre et situer en quelque sorte leur rôle dans la chaîne développementale, il faut évidemment les évaluer. Il faut aussi évaluer les facteurs environnementaux, ce que ne faisaient pas d'ailleurs les études génétiquement informatives il y a 20 ans. Tout ce qu'on se contentait de faire, c'est d'avoir une appréciation de l'agrégation familiale en disant, bon, l'environnement partagé ne semble pas être important, mais sans véritablement mesurer les facteurs qui pourraient jouer un rôle, dont les conduites parentales, dont les conduites des enfants eux-mêmes.
Une chose à laquelle il faut faire très attention dans ce genre d'études, c'est la question de la causalité. C'est vrai qu'on a un outil de plus lorsqu'on a de l'information génétique, mais tout ça ne reste que des corrélations. Il y a un facteur génétique qui semble associé. On est loin, on n'est pas en mesure de pouvoir dire, d'ailleurs, je pense qu'on ne pourra jamais dire que les facteurs génétiques influencent les comportements. D'ailleurs, il n'y a pas de gènes qui codent pour le comportement. Ce que les gènes font, c'est qu'ils font la synthèse des protéines et vont avoir un certain rôle à jouer dans l'organisation du système nerveux. Alors là, se limite l'inférence causale. Donc les gènes sont à une certaine distance, mais on peut concevoir qu'il puisse y avoir des facteurs de vulnérabilité qui vont jouer par une entremise d'une chaîne causale très complexe qui implique des facteurs propres à l'enfant sur le plan physiologique qui vont se traduire ultérieurement par des conduites. Donc c'est ça qui nous... Là est le défi d'essayer de comprendre cette chaîne-là. Il y a tout aussi un défi, vous entendez beaucoup parler de rôle de facteurs génétiques dans les médias actuellement, mais il y a un hiatus en quelque sorte entre la recherche du type que je viens de décrire sur les jumeaux, où on ne mesure pas directement les facteurs génétiques, mais plutôt indirectement, puis qu'on fait de la modélisation pour essayer de comprendre le développement, modélisation mathématique, donc c'est de l'approche quantitative. Il y a une autre approche qui est tout aussi importante, évidemment, et très documentée aussi, où on va chercher des marqueurs de risque et on tente d'associer ces marqueurs de risque directement avec un comportement. Donc, est-ce que ça annonce un problème de comportement ou pas? Souvent en interaction avec des facteurs environnementaux. Est-ce que ça crée une susceptibilité qui fait en sorte que sous certaines conditions adverses, le problème va survenir? Mais il y a vraiment une différence. Cette recherche, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'héritabilité manquante. Lorsqu'on fait nos études de jumeaux, on arrive avec des taux d'héritabilité très importants. Souvent, on observe que 50% des différences individuelles, 50% de la variance, sur l'agressivité, sur l'inhibition, s'explique par des facteurs génétiques. Mais quand on va chercher les marqueurs, on explique 1%. Mon bon ami Robert Plomin, dont je présentais le graphique plus tôt, qui est un spécialiste du QI, a passé sa carrière à chercher, le deuxième moitié de sa carrière, à chercher des marqueurs génétiques qui seraient associés au QI. Le mieux qu'il a réussi à faire, c'est à trouver un marqueur qui expliquait peut-être 1% de variance. Donc, il y a ce phénomène-là. On observe les choses chez les jumeaux, même dans les études d'adoption, avec des taux quand même importants d'héritabilité. Mais quand vient le temps d'identifier les marqueurs, on ne les trouve pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le protocole de jumeaux doit être mis en question? Peut-être en partie, peut-être qu'il y a une inflation liée à la méthode. Mais on a quand même des taux très élevés. Et moi, je suis confiant que lorsqu'on évalue des comportements du genre en observation, par exemple, sur des séquences de 5 minutes, puisqu'on observe des taux d'agrégation si élevés, on va chercher, il me semble, quelque chose qui est assez pur sur le plan du comportement. Donc, on peut faire un certain chemin sur la question de la fiabilité du protocole de jumeaux, mais je pense que la difficulté vient du fait qu'on a affaire à des phénotypes extrêmement complexes qui sont influencés non pas par un gène, mais par plusieurs gènes. Et chaque gène risque d'avoir une influence minime, et surtout, il y a des phénomènes qu'on ne saisit pas encore bien, ou du moins on n'a pas la technologie pour bien l'évaluer, c'est les interactions gène-gène. Les gènes s'influencent mutuellement. Alors, le produit final de cette interaction, il est difficile à cerner. Si on prend un gène à la fois, on n'observera pas grand-chose. Si on en prend plusieurs, peut-être, mais on ne sait pas on en est au moment où on ne sait pas de quelle façon les combiner, ces facteurs génétiques. Et puis, il y a toute la nouvelle recherche, la recherche la plus prometteuse, sur les mécanismes épigénétiques, où vraiment, depuis, je dirais, 5 ou 6 ans, on a franchi une étape importante où on a montré, ça s'est passé pas très loin d'ici, à Montréal, dans les laboratoires de Michael Meaney et de Moïse Chizif, où on a montré que
il fallait s'intéresser de plus près aux mécanismes épigénétiques. Les mécanismes épigénétiques, ce sont des mécanismes qui vont se surimposer aux gènes de façon à contrôler leur expression. Donc, essentiellement, lorsqu'on parle de mécanismes épigénétiques, on s'intéresse aux mécanismes de contrôle de l'expression génétique. Et il y a toute une couche de complexité qui se surimpose à la complexité déjà de l'action des gènes. Et on commence à en connaître un peu plus là-dessus, donc il va certainement y avoir de forts développements là-dessus. Le dernier développement le plus intéressant est celui qui a montré que ces mécanismes épigénétiques, essentiellement un mécanisme qu'on appelle la méthylation, donc pas l'idée, mais la constatation que certains gènes vont être en quelque sorte fermés, leur action va être contrôlée par la survenue d'une couche de méthyle, d'un groupe méthyle qui vient vraiment se figer sur les gènes, sur le gène particulier et qui empêche ce gène de s'exprimer. Donc, on a identifié un mécanisme biologique, mais plus intéressant encore, on a montré, et ils l'ont montré à la suite d'études expérimentales chez les rats, que les soins maternels peuvent influencer la méthylation des gènes, donc l'épigénétique. Donc, il y a un rôle environnemental sur l'expression génétique, et c'est montré, on a identifié les mécanismes biologiques. Donc, ça aussi, ça ajoute une couche de complexité à toute cette équation de la génétique moléculaire. Il y a beaucoup de développements qui se font actuellement, et c'est important en psychologie qu'on soit bien au fait de ces développements. Alors voilà, donc je vous laisserai avec simplement une conclusion générale, qu'il faut véritablement se réapproprier la dimension biologique dans le développement, et aussi assurer ou ajuster nos théories de développement en conséquence, ce qui n'est pas encore tout à fait fait, parce que peut-être la recherche est très active, il y a des nouvelles connaissances qui se développent à chaque mois, et donc on n'est pas encore à l'étape de l'intégration. Et certainement qu'il y a aussi un passage obligé qui est celui de l'interdisciplinarité, donc la nécessité dans notre formation comme psychologue d'aller chercher une certaine expertise sur le plan des aspects biologiques. Voilà. J'ai été un peu plus long que prévu. Je vous remercie de votre attention. Je sais qu'il est tard, alors merci. Puis peut-être qu'il y aura du temps pour des questions ou pas. Mais je peux rester encore quelques minutes, bien sûr. Moi, c'est une question de clarification excellente. Michel, dans votre exposition, on parle, à un moment donné, j'ai fait une statistique concernant le quotient intellectuel. Ce qu'on comprenait, c'est que chez les jumeaux monozygotes, le quotient intellectuel semblait semblable, ou en tout cas, il y avait plus de similarité. Par contre, lorsqu'on parle de maturité scolaire, l'aspect cognitif, Oui. là, ça semblait différent. C'est ce qu'on comprend. Donc, je voudrais valider l'information parce qu'au départ, je pensais, voici ce qui exprime, c'est que l'intelligence est plus génétique. Puis après, je comprenais, il peut y avoir plus de variabilité. Et c'est pas clair pour moi. On retrouve le graphique. La question c'est, est-ce que, bon, il y a deux notions qui ont été vues. La question du QI, qui semblerait plus génétiquement influencée que la notion de maturité scolaire. Je fais la distinction entre les deux. Le QI vise ce qu'on appelle les opérations fluides. C'est la capacité d'opérer mentalement, de faire des opérations mentales. La mesure de maturité scolaire va chercher très indirectement cet aspect-là. Elle pose des questions concernant la connaissance des nombres, la connaissance des chiffres. Donc déjà, conceptuellement, il y a une distinction. On parle d'habilité cristallisée dans le cas de la maturité scolaire, d'habilité fluide dans le cas du QI. Et pour ce qui est de l'héritabilité, le QI, il y aurait trois sources. Si on reporte là, graphiquement ça ici, okay, on voit qu'il y a une bonne partie de l'agrégation chez les DZ, chez les dizygotes, qui s'expliquerait par des facteurs génétiques, 2 fois la différence ici, si on veut. Mais il y a quand même un rôle important lié aux facteurs environnementaux propres, partagés. Donc, il y a probablement 3 sources importantes. Là, si on fait l'analyse typique, le A, C, E, le A va être significatif, le C va être significatif. Typiquement, on dit, quand on parle du QI, 50% facteurs génétiques, 40-50% de facteurs génétiques, 40-50% d'environnement, dont une partie substantielle qui est de l'environnement partagé. Donc, le fait que 2 enfants soient dans la même famille.
Grosso modo, c'est à vue d'œil, si vous regardez ça, et ça, c'est basé sur plusieurs études. Dans le cas de la préparation scolaire, c'est beaucoup plus de l'environnement partagé. Oui? Oui. C'est une excellente question. Oui. Il faut, lorsqu'on fait ces analyses-là, on regarde dans quelle mesure les paires dissemblables sur le plan du sexe, garçon-fille, donc chez les dizygotes, dans quelle mesure ils se comportent différemment. Ils ont des corrélations, une agrégation différente. Ce n'est pas souvent le cas, mais ça arrive. Donc, à ce moment-là, la décision stratégique, c'est, on peut faire plusieurs choses, mais souvent, ça peut être d'exclure ces paires. Méthodologiquement, c'est mieux de travailler avec les paires unisexuées, si on veut, et de comparer garçons et filles. Mais les paires garçons-filles sont importantes lorsqu'on veut examiner, c'est un peu plus technique, mais c'est quand on veut examiner des différences étiologiques. On veut vraiment poser la question des différences étiologiques. Ces paires-là sont importantes pour le faire. Alors, ça ajoute à l'étude, plutôt que de créer Oui, c'est un élément important. C'est important d'avoir la représentativité aussi. Parce que la covariance, les associations, ça dépend de la variance. Ça dépend de l'étendue des différences individuelles que vous retrouvez dans votre échantillon. C'est pour ça que c'est important de travailler avec des échantillons populationnels dans lesquels on retrouve une très grande variabilité d'individus. Le problème des études longitudinales, c'est qu'à partir d'un moment, à cause de l'attrition, de la perte de sujet, qui est jamais neutre, notre échantillon se normalise, si on veut, se dirige vers la moyenne. Donc, on perd des sujets qu'on souhaiterait avoir, qui sont souvent les sujets qui sont plus en difficulté. Alors, il y a un problème lié à ça. C'est vrai pour l'environnement, pour les mesures d'environnement. C'est vrai aussi pour les aspects génétiques. On prendrait une dernière question de la vôtre. Oui, j'aimerais savoir, au fond, je pense avoir compris, mais une idée si j'ai compris, il y a certains comportements, donc qui sont plus socio-affectifs, le premier qui s'est présenté, le premier cas, où, au fond, la similarité génétique aurait une plus grande importance dans la similarité des comportements des deux jumeaux. Les gènes seraient plus importants. La similarité, c'est le moyen qu'on a pour aller chercher cette information-là. Les termes, puis, dans les comportements socio-affectifs, on voit que finalement les gènes, avoir le même code génétique, ça fait que finalement ils ont plus les mêmes comportements socio-affectifs. Oui. Alors que chez les comportements qui sont plus comme intellectuels, maturité scolaire et tout, il y aurait une plus grande influence de l'environnement. Oui, c'est vrai, mais en même temps, si on regarde la deuxième tranche de résultats que j'ai présentés, les choses ne sont pas toujours aussi claires que ça. Et qu'il peut y avoir des interactions, c'est que l'environnement peut aussi conditionner l'expression génétique. Et donc, si elle le conditionne, si elle neutralise en quelque sorte l'influence génétique, parce que l'environnement est tellement stressant que les différences individuelles sur le plan génétique ne jouent plus, parce qu'il y a comme une chape de plomb, si on veut, environnementale, qui vient jouer. Et c'est ça qui prédomine. C'est ce que les résultats à 18 mois que je présentais sur le stress physiologique, sur le cortisol, suggéraient. C'est qu'il y avait entre 5 mois et 18 mois, dans les conditions d'adversité, la présence de facteurs environnementaux qui venaient, en quelque sorte, neutraliser le rôle des gènes. Possiblement par des facteurs épigénétiques. On sait maintenant qu'il y a une voie biologique pour l'environnement. Que l'environnement peut venir, en quelque sorte, conditionner l'expression génétique. C'est peut-être comme ça aussi que ça se passe. Mais c'est l'idée que les interactions, les transactions sont probablement beaucoup plus complexes que ce que laisse entrevoir la simple distinction ACE